La mission étant, tu vois, la raison d'être. Chez nous, par exemple, c'est de libérer tous les entrepreneurs et les dirigeants de leurs contraintes administratives. En tant que startup, si tu veux aller vite, tu es obligé de rester flexible pour pouvoir t'adapter en permanence à ton environnement externe et interne qui change tout le temps. Plus ta boîte avance, plus la complexité augmente. Pour tacler la complexité, soit tu crées des process, soit tu étapes. Quand ta boîte, elle commence à valoir un peu d'argent et qu'elle se développe, comme tu as toujours l'impression que c'est une prolongation de toi-même, tu n'es pas capable de voir à quel moment tu la freines. Bon, déjà, je vais te laisser te présenter. Ça permet quand même qu'on sache qui tu es, Maxime. Ouais, ça marche. Maxime Wagner, donc je suis cofondateur de Captain Contrat. J'ai cofondé avec mon frère, Philippe. Ça fait 7 ans qu'on a lancé la boîte. Aujourd'hui, je suis le cofondateur et COO. Donc, en fait, je m'occupe de toute la partie opération. Donc, en grosso modo, je manage les équipes. Donc, je suis très tourné vers l'interne et Philippe est plutôt CEO, très tourné vers l'externe. C'est quoi votre approche aujourd'hui pour arriver à créer de la performance au sein de Captain Contrat ? Alors, nous, on a expérimenté plusieurs choses et justement, et je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs de tout ce qu'on peut voir dans la littérature et notamment littérature américaine. Typiquement, les OKR. Pour résumer un peu le truc, je pense qu'aujourd'hui, moi, la performance, je la vois surtout au travers de l'équipe et des gens que je recrute. Donc, pour toi, ça se joue en amont. À qui tu choisis ? On est 50 aujourd'hui dans la boîte. Je pense qu'on a dû recruter en tout 200 personnes. Okay. Donc, pour te dire un peu en 7 ans, tu vois, le turnover. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est surtout recruter les bonnes personnes au bon moment et surtout que tu es capable d'accompagner dans le temps. Parce que c'est ça le problème en startup, c'est que tout va tellement vite et tout est tellement complexe que tu as beau recruter une personne dont tu as besoin à un moment T, en fait, est-ce que dans 6 mois, c'est toujours bon ? Et c'est toujours bon pour toi et pour elle. C'est-à-dire que ça se trouve, la trajectoire de boîte va plus vite que la personne. Et là, à ce moment-là, tu as un espèce d'écart qui est en train de se créer. Est-ce que tu es capable de compenser cet écart ? Est-ce qu'elle le veut ? Est-ce qu'elle le veut ? Est-ce qu'elle en est consciente ? Enfin, tu vois, t'as beau lui dire, etc., mais c'est quand même vachement dur de se remettre en question en tant que personne et de se dire, OK, la boîte va plus vite que moi. Et surtout, souvent, tu recrutes, tu vois, des mecs qui sortent d'école, donc qui ont plutôt des parcours tip-top, en fait, qui se sont jamais pris vraiment de mur. Et c'est la première fois qu'ils commencent. Donc, en fait, première expérience, au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois, pour la première fois de leur vie, on leur dit, en fait, t'es pas au niveau. Et c'est un truc, ça s'effondre. Et à côté de ça, il faut que la boîte aille suffisamment vite aussi pour la personne pour qu'elle puisse continuer, parce que le truc qui marcherait pas, c'est si jamais la boîte va pas assez vite et que la personne, elle par contre, cartonne. Du coup, tu la perds. Donc, tu es obligé d'être hyper aligné dans la projection entre la boîte et la personne. Et il faut que tu arrives à continuer à faire progresser la personne. Donc ça, pour moi, c'est clé. Et après, le reste, c'est un peu plus facile. Je pense que pour moi, la performance, il faut qu'il y ait une direction qui soit claire. Donc en fait, il faut que ta mission de boîte, la vision, c'est-à-dire où est-ce que tu vas. La mission étant le truc un peu, tu vois, la raison d'être, que c'est le truc un peu absolu. Tu vois, chez nous, par exemple, c'est de libérer tous les entrepreneurs et les dirigeants de leurs contraintes administratives. C'est une belle mission. Ouais, on s'en rend pas compte, mais quand t'entreprends, c'est ouais, sûr. c'est tellement dur de monter une boîte qu'en fait, il faut que toi, dirigeant, il faut que tu te concentres sur là où tu as de la valeur ajoutée, quoi. Et c'est probablement pas sur le juridique, à moins que tu montes une boîte dans le juridique ou que tu sois avocat. Ça, c'est notre mission. Et puis ensuite, la vision qu'on a, c'est un peu plus court terme. Tu vois, c'est peut-être à 3 à 5 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est notre vision, c'est d'être leader sur le marché français à 3 ans sur toutes les complexités et administratives et vraiment être la plateforme administrative de référence pour les entrepreneurs et les dirigeants. Et puis à 5 ans, c'est plus une vision européenne qu'on a. Et une fois que ça c'est calé et que tu as un socle de valeurs hyper important et tu recrutes aussi en fonction de tes valeurs, nous on en a 7. On est évalué dessus, on recrute dessus. Évalué au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire ça fait partie des performances. Dans les perf reviews, tu as des choses sur tes achievements, des choses sur tes skills, hard skills et des choses sur tes valeurs. C'est une évaluation sur 10, ça ressemble à quoi ? Déjà, c'est pas le manager qui va faire cette évaluation, c'est 2 pairs dans la boîte avec qui tu as travaillé. Même niveau que toi ? Ouais, même niveau que toi. Et sur les valeurs, en fait, tu as des comportements attendus. Par exemple, sur la transparence, qui est une valeur hyper importante pour nous. Ouais. Tu vas avoir une obligation, tu vois, de dire quand tu n'es pas d'accord. Et du coup, en fait, quelqu'un qui, dans une réunion ou sur 6 mois, n'a jamais une seule fois exprimé un désaccord avec quelqu'un, alors bien sûr, on ne dit pas, il faut que tu te forces, tu vas à le faire. Il faut que ce soit quand même intéressant. Mais logiquement, sur 6 mois,
c'est pas normal si t'es toujours d'accord. Bah, en fait, on recrute des gens qui ont des opinions, quoi, tu vois. L'univers dans lequel on est, il est tellement incertain que forcément, on peut pas converger, on peut pas avoir le même avis sur tout, c'est impossible. Et moi, il y a plein de fois où je me plante et j'ai besoin d'avoir des gens dans ma boîte qui me disent « Oh, tu te plantes là, il va falloir que tu changes un peu le truc » ou « Voilà comment je vois le truc ». Donc ça, par exemple, tu vois, si c'est un comportement, entre guillemets, attendu, qui doit pas être forcé, mais qui doit être attendu. Donc si jamais c'est pas le cas, bah, ça peut être peut-être parce que t'as pas confiance en toi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des désaccords, mais j'ose pas les exprimer. Donc comment est-ce que tu fais progresser la personne sur les 6 mois qui suivent? Pour qu'elle ose le dire. Voilà. Qu'elle ose le dire, comment tu lui fais gagner confiance en elle, qu'elle comprenne bien l'organisation de la boîte, etc. Bon, ça, c'est les valeurs de boîte, donc c'est le deuxième... Attends, ça, c'est juste ça, c'est passionnant, j'aimerais qu'on creuse. Ouais, carrément. Mais juste pour creuser ça, parce que c'est fascinant, tu as un exemple concret, c'est dans les 6 derniers mois, combien de fois je me suis, j'ai exprimé mon désaccord, mais du coup, imaginons qu'on m'assesse moi, on est collègues, t'es mon père. Parce que j'imagine, j'essaye de le voir dans le concret, comment ça va se passer. Ah, mais alors, t'as une grille, en fait, t'as les valeurs, t'as les personnes qui m'assessent, et puis on va te dire, dans les comportements constatés ou manqués, la personne, elle va te dire, en fait, j'ai vu ça, et je trouve que du coup, t'incarnes vachement bien la valeur. Au contraire, j'ai pas vu ça, ou j'ai plutôt vu ça qui est anti-valeur. C'est un feedback classique, quoi, si tu veux, c'est constat. Voilà ce que ça m'a fait ressentir, versus le système de valeurs que j'ai compris chez Captain Contrat. Voilà la piste d'amélioration. Voilà ce que je pense la prochaine fois que tu vas mieux faire. Et ça veut dire que toi, tu sais dans les 6 mois qui vont s'écouler que tu vas m'assesser dans 6 mois ou pas? C'est pas forcément la même personne. Par contre, si c'est un vrai sujet, ce problème de valeur, si ça remonte des 2 pairs, ou voir si ça s'est remonté dans une perf review précédente, tu vois, s'il y a une occurrence, en fait, ensuite, on le met en challenge. On a 3 challenges pour les 6 mois à venir par personne. Juste 3. Et il y a des fois, il y a un challenge, c'est un challenge de culture. Pour les gens qui sont trop éloignés de la culture, on essaie de les remettre sur les bons rails. C'est trop bien. Donc ça veut dire qu'ensuite, avec ton manager, chaque mois, tu vas repasser sur tes 3 challenges. Ok, t'en es où? Alors c'est souvent les plus difficiles pas forcément à travailler, mais à cesser. Parce que comme tu vois, quand tu m'as posé la question du grading, 0 sur 10, c'est parce que c'est hyper confort. Tu vois. C'est hyper confort de pouvoir assesser tout le monde avec des numéros. Mais en fait, on est des humains et surtout la culture, c'est compliqué. Et en plus, c'est hyper subjectif. Quoi. Ouais. Si j'y fais pas attention, ça se trouve, je me rends pas compte que tu le fais ou que tu le fais pas. Ouais. Et puis, quand c'est un père qui est au même niveau que toi, tu peux lui demander de donner un feedback. Mais de noter, l'engagement, il est hyper fort. Parce que du coup, ça veut dire que moi, on est au même niveau et je vais te dire, en fait, t'es 7 sur 10 selon moi. Et ça, c'est subjectif et ça, c'est problématique. Tu vois. Donc, on essaye de débiaiser complètement ça en se disant, de base, on a recruté des gens qui ont envie de bien faire dans la boîte, qui sont motivés par le projet et qui ont envie de progresser. Donc, à partir du moment où tu leur donnes un feedback quali, ils n'ont pas besoin de quanti pour savoir qu'en fait, il faut qu'ils bossent dessus. Et ensuite, il faut par contre du suivi parce qu'en fait, on est tous humains, on a tous on dit tous, je veux arrêter de fumer ou je veux perdre du poids, etc. Et en fait, on n'y arrive pas. Et on a besoin de guide, en fait. Et le guide, je pense que c'est vraiment le manager, tu vois, chez nous, qui ensuite, une fois par mois, va t'aider. Est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu n'es pas bloqué? Comment ça avance, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à essayer d'aligner tout le monde sur la culture de la boîte. Moi, dans ma vision idéale, on cale la mission, vision de la boîte et les valeurs. Et j'ai une bonne équipe de managers et je peux partir, quoi. Tu vois. Il faudrait que je parte en vacances la moitié de l'année, quoi, grosso modo. Si la boîte continue à se développer, tu vois, sans moi, la moitié de l'année, c'est a priori que j'ai bien fait mon boulot, quoi. Ce que tu me décris là, ça me fait penser beaucoup. Alors, je suis très fan, j'en parle dans tous mes épisodes quasiment de Netflix. Ouais. Ils sont très forts au niveau culture du feedback et transparence. Ouais, j'aime vraiment cette culture de donner du feedback régulièrement, ça aide les autres à grandir. Comment tu fais en sorte de favoriser ça à tous les niveaux de ta boîte? Alors déjà, tu en as donné un premier niveau de réponse par le fait d'organiser tous les 6 mois. De recruter aussi. Donc pour toi, ça se joue en fait sur finalement le recrutement. C'est-à-dire que si j'ai mis la fréquence en place et que j'ai les bonnes personnes... Et après, la formation aussi. La formation? Ouais, par exemple, j'ai une nana chez moi, elle fait des Captain School, on appelle ça. C'est une fois par mois où elle va donner une Captain School sur le feedback. Et notamment tous les nouveaux. Elle va les former à qu'est-ce que c'est un bon feedback. C'est parce qu'en fait, c'est pas tout de dire, il y a aussi la manière de le dire. Ouais. Cette structure où constat, sentiment, conséquence et piste d'amélioration. Tu vois, c'est ces 4 trucs, ce que nous on appelle un tacle bienveillant. Mais c'est ces 4 trucs et il faut les respecter parce que si t'en loupes un, en fait, la personne en face. Et en plus, en France, je suis pas sûr. Bon. Bah, non, on n'a pas cette culture du feedback, quoi, tu vois. On fait du feedback, mais pas forcément de la bonne manière en tout cas. On va être très facilement à pointer ce qui va pas, mais pas forcément dans un objectif d'ailleurs de le formuler de la bonne manière. Ouais.
Et tu vois, moi, j'ai certains managers qui me demandent, qui me disent, toi, tu es sur les feedbacks des choses qui vont pas, t'es nickel, c'est pas un souci, mais de temps en temps, si tu pouvais nous dire les trucs qui vont bien, ça nous ferait du bien aussi. Je pensais que les mecs étaient comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, on est juste là pour voir ce qui va pas. On est là pour progresser, prendre les problèmes, les tacler. Ce qu'on fait bien, franchement, on le sait, on va pas y passer 30 ans. On va gagner du temps, on va pas y passer 30 ans. Et en fait, non. Mais chacun est différent. Et en fait, ces personnes-là, ils ont besoin, franchement, c'est des battants. Et ils prennent les problèmes, ils les taclent, ils avancent le truc, mais ils ont besoin de valorisation. Et toi, en tant que CEO, qui fait ton... Est-ce que tu passes au tacle bienveillant? J'y passe pas de manière officielle et c'est une erreur. Et je me suis fait rattraper par la police 2 fois et il faut absolument que j'y passe. Par la police, c'est qui la police? Il y a 2 personnes dans la boîte qui m'ont qui m'ont donné ce feedback en l'espace de 3 mois, qui m'ont dit écoute, les culture review, tout le monde y passe, mais toi tu passes pas. À la limite que les perf review, tu passes pas parce que tes hard skills, elles sont difficilement évaluables et que tes missions bougent en permanence. On le comprend tout à fait. Mais culture review, ça nous semblerait faire. Et tu vois, ils ont utilisé ce mot, juste, que tout le monde soit évalué là-dessus. Et c'est pas le cofondateur qui est le dieu, parce que c'est lui qui, à la base, a édifié ses valeurs. Et donc, il faut que je le fasse. Après, de manière officieuse, mes managers, et notamment dans les one-one mensuels dont je te parlais, là, quand on regarde un peu tes challenges, est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils avancent pas, il y a toujours une question à la fin qui est « Qu'est-ce que tu ferais mieux à ma place ?» Et à ce moment-là... Oui, tu as du retour déjà. Donc, ça se fait de manière plus informelle. En fait, pour que le feedback devienne naturel dans l'entreprise, il faut créer des ouvertures. Il faut créer des fenêtres. Il faut en mettre un petit peu partout. T'as lu sur Netflix? Parce que si t'as pas lu, ça t'inspirerait en tout cas. J'ai lu, mais c'est resté encore trop théorique pour moi. Enfin, je sais. T'as lu quoi? J'ai lu le deck, mais j'ai pas lu le livre. Et j'ai écouté par contre Master of Scale. Master of Scale. Voilà. Et il a interviewé Reed Hastings de Netflix. Et donc, il lui a posé plein de questions. C'est assez bien foutu. Tu me demandais d'ailleurs, on parlait des contenus, tu vois, qu'on absorbe en tant que dirigeant d'entrepreneur pour progresser. Ça va être, je crois, le seul contenu, tu vois, vraiment que j'absorbe, c'est celui-là, ouais. Que je trouve hyper bien foutu. Mais en tout cas, voilà, et il disait au début, ma première boîte, donc Pure Software, là, qu'il a vendu 300 millions quand même. Alors il le présente comme si c'était un échec. C'est ça. Ouais. Dans le bouquin d'ailleurs, No Rules, c'est assez drôle parce que du coup, effectivement, tu apprends longtemps après que l'échec, c'est 300 millions. Il le dit pas tout de suite. Ouais. En tout cas, dans le podcast, il le dit un peu plus vite. Et il dit, en fait, j'ai construit ma boîte comme je vois un système. C'est-à-dire, pour moi, c'est un process, comme je vois l'informatique. Et donc, j'ai construit un process. Et donc, j'ai recruté des mecs qui rentraient dans un process. Quand il a fallu exécuter le plan, ça marchait nickel. Quand la compétition a bougé et on a dû innover, c'était mort. Et il dit, je me suis promis de plus jamais faire ça. Et du coup, Netflix, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai calé une culture de boîte et j'ai recruté plein de gens qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on dit souvent, Netflix, il y a aussi un turnover assez fort parce qu'en fait, tu restes pas longtemps, tu vois, tu fais 2 ans, 3 ans, c'est hyper cool parce que tu as toute cette liberté, tu as vraiment cette colonne vertébrale de valeur à interpréter. Mais derrière, ça te met aussi une pression supplémentaire. Et ça, peut-être qu'on en reparlera de cette espèce de paradoxe, tu vois, entre liberté et responsabilité. Et les gens s'en rendent pas compte quand ils viennent travailler dans des startups. Ils voient surtout le côté liberté, autonomie, sens, tu vois, tous ces trucs hyper cool. Mais en fait, en réalité, une startup, faut que ça exécute, quoi. Tu vois, il faut des résultats. Il faut des résultats, c'est souvent du plus 100% de croissance annuelle. Donc, pour ça, il y a un niveau d'exigence et d'excellence qui est dingue. Vous utilisez quoi comme genre d'outil pour structurer tout ça là? Par exemple, c'est les performance reviews, les tu vas rire, on utilise Google Sheet. Ok, c'est tout sur Google Sheet. Marche très bien. C'est un genre d'Excel dans lequel je vais assess mon père. Ok. Ouais. Et du coup, dans un Google Sheet, il y a une personne? Non, il y a une personne. Et tu as l'ensemble des suivis 6 mois par 6 mois. Et donc, ça te permet de voir un peu l'évolution, etc. Et toi, du coup, là maintenant, tu dis on va garder Google Sheet pour un certain temps ou tu te dis tiens, j'envisage, parce qu'il y a plein d'outils là en ce moment qui sortent par exemple. On met une bonne pression sur la documentation en interne. C'est un truc qui est important. C'est pas seulement la documentation quand le mec se barre, mais en fait, quand tu es capable de documenter ce que tu as fait, ça veut dire que c'est clair pour toi et ça veut dire que c'est clair pour les autres. Et donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là que c'est done, tu vois. C'est pas seulement quand tu l'as mis en place, c'est quand c'est compris. On dit souvent que quand tu as vraiment compris un truc, il faut que tu sois capable à l'expliquer en 30 secondes au mec au-dessus de toi, à un pair, et en 5 minutes à un mec en dessous de toi, tu vois. Et quand tu arrives à jouer avec la granularité des informations pour pouvoir l'expliquer à des personnes de différents niveaux, c'est à ce moment-là que tu as vraiment compris, que tu maîtrises vraiment ton sujet. Et à ce moment-là, tu peux l'archiver si tu veux, et c'est à ce moment-là que tu crées la documentation. Bon, la documentation, du coup, on utilise Slide. Sur tout ce qui est performance review, aujourd'hui, on utilise ce que je te disais, Google Sheet. Franchement, ça fait le taf. On a gagné beaucoup plus en incréments
en incorporant le suivi des challenges mois par mois dans un one-one mensuel qui est formalisé aussi dans Google Sheet. Tu vois, en fait... Dans le même Google Sheet ? Ouais, et franchement, les questions, elles sont basiques de chez basiques, mais en fait, elles sont efficaces. C'est quoi tes succès sur le mois qui est passé ? C'est quoi sur quoi tu bloques ? C'est quoi tes challenges ? C'est quoi tes prios du mois prochain ? Donc ça, c'est moi qui remplis en tant que salarié. Chacun remplit. Moi, je remplis aussi. Le manager, il remplit aussi de son côté. Mais de la vision Ouais. Ok. Pour pouvoir confronter. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte... moi, le premier, au début, je le faisais pas. C'est-à-dire, je disais non, mais en fait, c'est le mec que je manage qui le fait et tout, c'est à lui de faire le taf. Et en fait, du coup, même si tu essaies de bien faire, tu es quand même attentiste, tu vois, en tant que manager. C'est-à-dire que le mec te le déroule en face et toi, tu te dis ok. C'est pas la même chose que si tu avais pris 10 minutes et tu le prépares de ton côté parce qu'au moment où la personne en face va faire émerger les trucs, toi, tu vas les comparer avec les tiens et c'est à ce moment-là où tu vas créer vraiment un moment de discussion. Ah ben en fait, je suis pas d'accord. Ou plutôt, j'ai vu ci ou j'ai vu ça. Et donc, cet effort, il faut le faire avant. Et donc, tu le fais dans un Google Sheet séparé, du coup ? Bah, je le mets dans mes notes. Ah oui, et okay. après, on centralise en commun, tu vois. On fait notre one-one et on centralise en commun. Et c'est un one-one qui dure combien de temps ? Qui dure une demi-heure. Ouais, ça demande quand même d'être efficace. Je pense que c'est le fléau de toutes les boîtes. On a énormément... En fait, comme l'âge des gens est jeune, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Mais de la dispersion. Ouais. Et en fait, en permanence, il faut créer des touchpoints entre les gens pour s'assurer que tu es synchro, tu vois. Donc moi, des one-one, avec mes direct reports, j'ai des one-one de une demi-heure toutes les semaines. Et t'as combien en direct report ? Là, j'en ai 10, mais ça fait trop, quoi. Mais c'est parce qu'il me manque un manager, mais grosso modo, pour te dire, fois une demi-heure, donc ça fait 5 heures cumulées, mais tu prends au moins un quart d'heure pour les préparer chacun. J'ai une journée t'es défoncé quand même. Cumulé que de one-one. Et en plus, il faut être concentré, quoi. Et la dernière question, juste dans le one-one mensuel, à la fin, c'est ce que je te disais, c'est feedback pour le manager. Et ça fait 5 points, du coup, dans le one-one. Et en fait, ça crée beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que non seulement ça oblige la personne de tous les mois se poser la question, c'est quoi mes achievements ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait sur le mois ? Et du coup, quand tu fais ta perf review, t'as pas besoin de réfléchir. Tu reviens en fait sur tes 5 one-one mensuels qui ont eu lieu précédemment. En fait, il y a tous ces trucs-là. Ok, du coup, j'ai progressé sur ci, j'ai progressé sur ça, là, j'ai bloqué. Ça, c'est encore un point bloquant. Ça, sur ce challenge, j'ai pas avancé. Et tu vois, en fait, tu débiaises en quelque sorte le biais du souvenir humain. Parce que si tu le fais que tous les 6 mois, et si tu fais rien entre... Ça m'est arrivé au début, tu as des discussions hyper subjectives. Tu vois, tu as l'employé qui te dit ouais, mais en fait, j'ai vachement bien avancé sur ci, sur ça, mais en fait, il n'a pas vraiment de chiffres parce que c'est pas vraiment quantifiable. Mais lui, il a l'impression d'avoir fait un super taf. Et toi, ton impression, ça aurait pu être mieux. Et donc, tu as une discussion autour d'une augmentation potentielle. Enfin, tu vois, et en fait, t'es pas d'accord de base sur le constat. Donc, comment est-ce que tu veux être d'accord sur l'output final qui est le montant de l'augmentation ? Et tu vois, tous ces moments-là, tu as beau construire la meilleure orga du monde, en fait, ça crée des petits points de friction et qui, cumulés, vont faire qu'à un moment donné, la personne part. Ouais. Donc nous, pour éviter ce truc-là, on se dit, en fait, il faut se dire que le cerveau humain, il oublie très très vite. Et du coup, il faut que très régulièrement, on écrive, on fasse des points, on discute, on se réaligne. Voilà. Je pense que c'est ça, hein, c'est hyper important ça. Donc si je résume, on a une mission claire, intemporelle, une vision 5 ans, du coup... Là, on parle de points qui sont tous les mois avec justement toutes ces questions. Les valeurs, tu m'as dit que c'est tous les 6 mois aussi, c'est en même temps. Ouais. Tous les 6 mois. Ça marche comment ? Parce que ça m'a intéressé. Tu as dit que justement, tu avais beaucoup étudié tout ce qui venait des Américains et finalement, j'ai l'impression que tu as un peu lâché certains aspects. Comment ça marche les objectifs au sein de ta boîte en fait ? Je te refais la genèse pour que tu comprennes un peu la démarche dans laquelle on est passé. J'ai pris le truc OKR. Je me suis bouffé, je pense, 2 semaines de doc, toutes les vidéos, tout ce que tu peux pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionnait. T'es de ce genre-là déjà de base en termes de personnalité, tu t'apprends quelque chose, tu le bosses à fond ? Ouais, j'essaye, ouais. Par contre, je lis pas assez, tu vois. Donc je vais surtout écouter, parce que ça me va bien quand je fais du sport, tu vois. C'est le bon média en fait pour moi, c'est le bon canal, et je vais regarder des vidéos, grosso modo. J'arrive pas encore à lire, et pourtant je pense qu'il y a une valeur en fait incroyable dans les bouquins. J'ai pas encore trouvé le déclic, mais je pense que ça va venir. Mais tu vois là, par exemple, j'aurais pas dû passer autant de temps. J'aurais pas dû passer autant de temps à théoriser le truc et à comprendre toute la théorie. J'aurais dû le lancer beaucoup plus rapidement, en fait, et l'expérimenter. J'aurais dû engager les équipes en disant, écoutez, moi je cherche... En fait, c'était apporter de la clarté et de la visibilité. Parce qu'une fois que je te parle de mission, vision et des valeurs, c'est bien, ça c'est la théorie. C'est-à-dire que si tu as une équipe qui s'auto-organise très très bien en interne, tu as juste besoin de mission, valeurs pour y arriver.
La réalité, c'est que l'équipe, elle est en construction. Il y a des recrutements qui sont bons, il y a des recrutements qui sont moins bons. Elle n'arrive pas encore à s'auto-organiser. Elle a besoin d'aide. Donc, en fait, ce que tu as besoin, c'est cette vision, par exemple, vision 1 an, c'est de la décliner en stratégie. Et nous, on la découpe, en fait, en objectifs trimestriels. Donc, tu es au trimestre. Je suis au trimestre. Et ce que je voulais, c'était très, très bien exécuter au trimestre. C'était ça ma problématique. Pour moi, la vision, elle était bonne, la stratégie était bonne, mais sur le trimestre, on n'arrivait même pas à faire 50% de ce qu'on se fixait. Quand je regardais au quotidien, les équipes, franchement, elles se donnaient, tu vois, elles comptaient pas leurs heures, il y avait beaucoup d'efficacité et je comprenais pas d'où ça venait. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de dispersion. Et je me suis dit, en fait, il faut qu'on recrée un système pour apporter beaucoup plus de focus. Et moi, par nature, je suis pas quelqu'un de très focus. Moi, dans mon éducation, j'ai toujours fait beaucoup de choses. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je sais pas, quand j'étais petit, je faisais du piano, je faisais du foot, je faisais du basket, je faisais de la natation, je faisais du ski l'hiver. Enfin, tu vois, et en plus des cours, en plus des trucs avec les potes. Donc, en fait, j'avais toujours des emplois du temps dès le départ. Je piquais un peu à tout. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé dans l'entrepreneuriat, tu vois. Oui, en tant que CEO, en plus, tu touches tous les départements, là. En termes d'évolution intellectuelle, j'ai bossé dans des boîtes avant de créer. Je trouve que le challenge de monter une boîte, pour quelqu'un pour qui la progression et l'apprentissage, c'est une valeur importante, elle est dingue. En fait, de nature, en fait, on touchait un petit peu à tout. Et en fait, quand tu montes une boîte, je pense que... Et c'est un truc que j'ai eu du mal, que j'ai pas appréhendé tout de suite, c'est la notion de complexité dans une entreprise. Et ton job, je pense, en tant que dirigeant, c'est d'essayer avec tes équipes directes de réduire au maximum la complexité pour tes équipes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, on en revient à Netflix, il dit, plus ta boîte avance, plus la complexité augmente. Pour tacler la complexité, soit tu crées des process, soit tu as des talents. Et tu crées des process, ça va, t'exécutes bien, mais du coup, tu peux plus innover. Donc, en fait, la seule solution, c'est d'avoir des talents pour y arriver. Et en fait, tu peux pas forcément avoir des talents à toutes les strates de la boîte. Donc, il faut vraiment faire ce travail de ne faisons pas trop compliqué. Si toi, dirigeant de boîte, tu es capable d'avancer 10 sujets en parallèle, probablement que le mec en dessous de toi, même s'il est très bon dans son domaine, il peut peut-être en avancer que 8, le mec en dessous plus que 6. Donc, si tu viens en permanence tous les jours avec tes 10 sujets qui, pour toi, sont très clairs dans ta tête, et tu fais chier tout le monde sur ces 10 sujets tous les jours, en fait, tu vas créer beaucoup de bruit, et les gens, ils vont avoir du mal à bien exécuter. Donc, moi, je voulais qu'on reste très focus, et donc, je voulais mettre en place ce système qui, je sais, allait être un process, donc allait créer un peu de rigidité, tu vois, et peut-être perdre un peu en innovation, mais je savais que c'était important à ce moment de boîte d'être très focus et qu'on soit capable d'exécuter. Et donc les OKR, ça me paraissait parfait. On l'a mis en place, on est allé OKR niveau boîte, OKR niveau équipe, OKR individuel pour tout le monde. Donc déjà, tu prends la moitié de ton trimestre, je pense, entre définir tes OKR, suivre tes OKR, challenger les métriques de tes OKR, rechallenger les leviers qui sont derrière. En fait, franchement, honnêtement, on a construit une usine à gaz où on a passé du temps en fait à mesurer des trucs, tu vois, plutôt que de travailler, que à construire. Parce que c'est ça notre job en tant que startup. Et c'est ça qui est compliqué aussi avec ces systèmes, c'est que tu es en permanence en train d'équilibrer le temps qu'il te faut pour construire et le temps qu'il te faut pour mesurer. Tu peux pas forcément faire les deux en même temps. Et donc, il y a des gens qui vont te dire sans data, ça vaut rien. Et à côté de ça, tu as des gens qui exécutent sans mesurer la data et qui font des super boîtes. Parce qu'en fait, ce qu'ils construisent, ils ont le feeling, c'est nickel, c'est propre et ça avance, tu vois. Et je pense que quand tu recrutes des talents, tu as beaucoup moins besoin de mesurer. Tu as besoin de mesurer la top line, quoi. Tu as besoin d'avoir quelques indicateurs macro, mais tu n'es pas obligé de rentrer dans le fond des projets parce que tu sais que les mecs, ce qu'ils touchent, c'est propre, quoi. Versus, si tu as un doute sur les talents que tu as dans ta boîte, tu vas te mettre en mode warning, contrôle, il faut que je m'assure qu'on est au bon rythme et qu'on avance correctement. Je vais demander à tout le monde de me faire du reporting. Je vais me demander à tout le monde de me sortir des dashboards. Je vais m'assurer qu'on pilote correctement les objectifs individuels de chacun. Parce qu'en fait, quand tu mets un objectif individuel, c'est que probablement que tu te dis, grâce à cet objectif individuel, le mec, il va mieux performer. C'est probablement vrai pour des métiers, par exemple, si tu génères des leads pour le marketing, le mec, oui, il a besoin d'avoir un objectif de lead. Tu vois, sur quoi on l'attend? Parce qu'en fonction de ça, il va bouger. C'est une contrainte inhérente à son travail. S'il l'a pas, cet objectif-là, il peut pas travailler correctement. A contrario, un dev, tu vois, est-ce que ça a du sens de lui mettre un objectif sur des points de vélocité? Moi, je pense que ça en a pas, parce que ça va créer du stress pour lui, alors que je pense que s'il est vraiment engagé dans la boîte, il va essayer de faire son maximum. Et il n'a pas besoin d'être incentivé sur un nombre de points de vélocité. Et on en revient d'ailleurs au début de notre discussion, tu vois, qu'est-ce qui est pilotable
Et qu'est-ce qui est objectif, en fait, comme indicateur de qu'est-ce qui n'est pas. Et moi, j'ai abandonné. J'ai arrêté de... Enfin, j'ai abandonné. C'est pas un abandon, c'est une conviction personnelle qui a évolué. Je pensais que tout était mesurable. J'ai arrêté de mesurer les choses qui ne le sont pas parce que c'était une perte de temps. Ou qui le sont, mais qui seraient complexes, trop subjectives ou pas si utiles, en fait. Ouais. Mais je peux aussi le faire aujourd'hui parce que je sais que ça n'empêchera pas les gens de ma boîte à essayer de le faire le mieux possible. Après, dans OKR, il y a l'idée de mesure, mais il y a aussi l'idée de définir ton key results. Ouais. Et derrière, la réflexion de définir c'est quoi ton one thing. C'est quoi qui est essentiel dans tout le bruit et toutes les idées que tu as. Et ça, je me dis que pour un dev, c'est quand même par exemple utile de se dire, en tout cas pour le tech lead ou le CTO, de se dire, attends, de toutes ces features, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Ouais. Bah alors, je reviens, du coup, individuel, on a dit, on laisse tomber. Ça sert à rien. Honnêtement, les gens dans la boîte, ils sont engagés, ça crée du bruit pour rien. Par contre, au niveau équipe, ça crée vachement de clarté. Quels sont les focus de quelle équipe? Et notamment, nous, on travaille en squad. On a créé des espèces de... Enfin, c'est le truc assez classique, mais généralement, tu as produit d'un côté et dev de l'autre dans les équipes. Mais comme ils travaillent sur des projets ensemble, en fait, on crée des équipes cross-team, généralement 5-6. Okay. Tu vois, tu as un PM, donc un product manager, 3 devs, et on a un product designer qui est par exemple sur 2 squads. Et puis, sur la 3e squad, qui est très orientée conquête, on va avoir le sales manager aussi qui est là, tu vois, pour gérer toute la partie conversion des funnels, etc. Tu construis un peu tes équipes fonctionnelles en fonction de tes sujets du trimestre. Et ça, c'est un autre truc qui est cool, c'est que du coup, grâce aux OKR, tu adaptes en fait ton organisation à tes objectifs. Versus beaucoup de boîtes qui en fait te calent des objectifs en fonction de ton organisation, quoi. Quand tu as des équipes en place et tu leur dis, vous me faites vos objectifs, en fait, elles vont faire leurs objectifs par rapport à leur bande passante, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'équilibre parfait pour la boîte. Donc ça nous a permis de retransformer, en fait, de créer, on entend souvent parler agilité, à tort et à travers. C'est devenu un peu un buzzword, mais en tout cas, je pense que ce qui est important, et d'ailleurs ce qui est important, ça devrait plus s'appeler flexibilité. Tu vois. En tant que startup, si tu veux aller vite, tu es obligé de rester flexible pour pouvoir t'adapter en permanence à ton environnement externe et interne qui change tout le temps. Donc pour ça, c'est important de pouvoir bouger effectivement cet organe. Donc ensuite, on a mis les OKR par équipe, et comme on est ambitieux, on a commencé par 5 objectifs, 5 KR par objectif. Donc, ok. Les équipes, elles en avaient 25 des KR, tu vois. Donc, on a fait un tour, un trimestre. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas réussi à avancer sur tous les trucs. Là, on a limité. C'est 3 objectifs, 3 KR par objectif, max, par trimestre, par équipe. Et après, tu définis un peu le niveau d'ambition que tu veux sur chacun. Avant, on fixait une métrique sur les objectifs pour vraiment que tout soit chiffré. C'était important que tout soit chiffré. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte qu'on faisait des objectifs qui étaient certes chiffrés, mais qui étaient très liés à la performance business de la boîte. C'est-à-dire, on lance une nouvelle ligne business, le SaaS par exemple, faire X milliers d'euros de MRR ce trimestre-là. Et du coup, tu réfléchis au KR, comment faire. Il me faut tant et tant de nouveaux abonnés, il faut que j'en convertisse tant, il faut que j'ai un churn de temps, etc. Et tu cales tes KR en dessous. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on était très court-termiste dans l'approche. C'est-à-dire que, en fait, c'était les performances business, on les atteignait grâce aux OKR, mais c'était aussi ce qu'on avait écrit dans le BP. Il y a toujours ces objectifs de run et ces objectifs de build. Objectif de run, c'est, chez nous en tout cas, c'est le day-to-day business. Tu vois. Il faut qu'on rende des ventes sur la marketplace, sur des avocats. Mais ça ne construit pas ta marque et ta boîte. Ça ne construit pas le futur vraiment, quoi. Tu vois, en fait, c'est de la performance financière pure, grosso modo. Ça te fait survivre, quoi, entre guillemets. Ouais. Même si tu as des niveaux de croissance élevés, ça te fait même te développer. Mais c'est pas le produit qui va faire que l'année prochaine, tu seras le leader sur le marché, quoi, tu vois. Ou c'est pas le nouveau système d'organisation interne qui te permettra l'année prochaine de pouvoir scaler à 100 personnes. Tu vois. Et ça, pour nous, c'est le build. Le build, c'est vraiment les trucs que tu fais maintenant qui n'ont pas d'impact souvent sur l'année, mais qui sont fondamentaux. Parce que si tu ne les fais pas, c'est comme si chaque année, tu vas reconstruire ton chiffre d'affaires un peu... c'est le même problème qu'on a en politique. C'est-à-dire que quand tu es évalué sur ton mandat, tu ne prends pas en compte des trucs qui pourraient aider ton pays sur 30 ans. C'est exactement ça. Et je me posais justement cette question, tu vois. Je me disais sur les hommes politiques, si tu ouvres cette parenthèse. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on a surtout besoin de mecs qui prennent des décisions difficiles, mais surtout en qui on peut avoir confiance. En fait, je voyais une affiche, j'étais en train de passer en vélo en arrivant, et je voyais une affiche de Valérie Pécresse, et il y avait écrit que des belles choses, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le fond? Enfin, on nous a menti, quoi, grosso modo. Et je me disais, putain, mais en fait, dans une entreprise, c'est la même chose. C'est qu'à partir du moment où j'annonce quelque chose en tant que dirigeant, il faut que je m'y tienne, tu vois, parce que sinon, en fait, je casse la confiance. Et la confiance, c'est quand même le socle de notre fonctionnement. En tout cas, chez Captain Contrat.
grâce à la transparence, à la bienveillance. Enfin, on en reviendra sur les valeurs. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui manquerait aux hommes politiques pour arriver sur un mandat de président et dire, en fait, tout ce que je vous dis là, toutes mes promesses, je vais le faire. Et il n'y a que ça qui comptera. Je me dis que pour avoir confiance dans ce gars-là, il faut qu'il ait apporté des preuves par le passé. Que c'est un gars de parole, quoi. Tu vois, c'est un gars, quand il dit les choses, il le fait. Mais pour faire ça, il ne peut pas monter dans la classe politique. Je pense que c'est impossible, en fait. Donc du coup, ce sera très difficile, à mon avis, d'avoir un candidat à la présidence qui est dans la même logique. Ouais. D'autant plus que ce qui est complexe en politique, c'est que toi, en tant qu'entreprise, nous, en tant qu'entreprise, tu vas choisir tes clients, choisir tes équipes, et tu ne cherches pas à satisfaire tout le marché, tu cherches à satisfaire, alors que le politique, pour être élu, il doit séduire et satisfaire des gens très très différents et qui ont des besoins et des aspirations qui sont différentes. Donc je sais pas, moi j'ai pas envie d'aller en politique parce que c'est... Ouais, non mais c'est assez compliqué. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que c'est important effectivement de se tenir un petit peu à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et en tout cas, les OKR, ça nous ont servi un petit peu à ça. Donc pour en revenir un peu au build versus run, donc c'était important pour nous que dans les OKR, on ait les deux. On ait à la fois des objectifs de performance business parce qu'on en a besoin, parce que si on fait une année blanche, ça sert à rien de construire le futur, quoi, tu vois. Ouais. Et si on fait qu'une année où on est très bon au niveau perf, à un moment donné, on va se faire avoir. Et donc, on s'est dit, en fait, les objectifs, on va arrêter de les chiffrer. C'est juste les KR qu'on chiffre. En tout cas, c'est ce qui marche bien pour nous. Du coup, ça nous permet de pas trop nous prendre la tête sur l'énoncé des objectifs et de caler des objectifs qui sont inspirationnels. Et des trucs, des fois, c'est aller défoncer le marché des experts comptables, tu vois, et on va l'écrire comme ça. Ouais, tu vois. Parce que c'est pas la même chose que chercher 10 experts comptables sur l'année, quoi. C'est clair, tu serais rêver. Ouais, ça fait un peu plus rêver parce que tu mets pas de notion de temps. Par contre, les KR en dessous, eux, c'est du concret, quoi. Tu vois, c'est bien mesuré, c'est atteignable et c'est les KR qu'on suit. Et en fait, vraiment, c'est la réussite des KR qui nous font dire est-ce qu'on est à l'objectif ou pas. Et ça nous permet, de créer plus d'inspiration. Ça nous permet, de faciliter le suivi des indicateurs, parce qu'en fait, il se passe au niveau des KR. Pour démarrer un trimestre en étant prêt avec les bons OKR qui demandent quand même un peu de réflexion pour choisir les bons objectifs, les bons KR, on démarre au début du mois d'avant. Donc là, par exemple, on est en juin, on a déjà calé, nous, on n'est même pas mi-juin, on a déjà calé les objectifs compagnie et les objectifs d'équipe. Ça, c'est calé. Là, les équipes, elles sont en train de brainstormer sur les KR, basés sur les leviers qu'elles ont. Parce que ça, c'est l'autre erreur qu'on a faite. C'est quand tu définis un KR hyper bien écrit, avec le bon indicateur, tu dis, allez les gars, on fait ça. Un trimestre, ça passe vite. Si les mecs dans ta boîte, ils n'ont pas déjà dans le carton des leviers pour aller chercher cette perf, le temps qu'ils s'y mettent, qu'ils commencent à réfléchir au truc, qu'ils commencent à itérer, qu'ils commencent à enlever un peu d'incertitude... Tu l'atteins pas. Non. Donc nous, maintenant, on fait 3 allers-retours entre management et équipe dans la définition des objets pour s'assurer que dès que nous on avance, on va voir avec eux, vous en êtes où, qu'est-ce que vous avez comme levier, est-ce que vous pensez que c'est atteignable, non c'est trop ambitieux parce qu'on n'a pas assez de levier, ok on revoit la copie à la baisse, est-ce que ça marche versus le BP, oui, est-ce que ça marche versus la stratégie, la vision de la boîte, oui, ok, go, on fait ça. En termes de REM, il y a des corrélations entre REM et... Non, on a complètement décorrélé. Ça l'a été par le passé ? On s'est posé la question. Mais c'est complexe dès que tu vas vers ça. Ce serait plus facile en termes de management de donner des packages basés sur les résultats des OKR. En théorie en tout cas. En théorie. Ouais. Mais en réalité, ça crée plus de complexité au sein de ton orga. Et du coup, moi j'en veux pas de ça. Ouais, parce que c'est ça, sur le papier, ça m'a attiré. Je me suis dit, au moins c'est hyper fair, au moins on est d'accord dès le début, au moins c'est pas subjectif. Mais le truc, c'est qu'en fait, si, ça va être subjectif de les fixer. Ça crée du débat dans est-ce que je suis d'accord ou pas avec l'objectif, parce que je sais que derrière, j'ai ma REM. Et puis le truc, c'est que la personne, elle est moins ambitieuse aussi. Oui, elle va négocier à la baisse les objectifs parce qu'il y a sa propre REM. Et donc, du coup, il y a une forme de variable dans ta boîte ? Ouais, il y a une forme de variable, mais plutôt du coup sur la partie run, donc plutôt sur la performance en fonction des équipes. Donc, les équipes qui génèrent du lead ou qui génèrent du chiffre d'affaires, ils ont du variable basé sur cette performance-là. Par équipe et au niveau individuel. Les sales, par exemple, ils sont incentivés aux variables sur le niveau individuel, mais c'est pas lié aux OKR. Ils ont un plan de REM. C'est un nombre de ventes, c'est un pourcentage. Voilà. Et ils participent ponctuellement aux OKR, parce que sinon, ils n'ont pas forcément... Enfin, tu vois, ils sont... En gros, la journée, ils doivent passer une centaine d'appels, donc ils n'ont pas forcément la bande passante pour aller construire des trucs pour la boîte, quoi. Donc, il y a des équipes qui sont plus ou moins investies dans les OKR. L'équipe produit, l'équipe tech, c'est 90%.
Et ils font rien d'autre que les OKR. Équipe market, c'est 50%. 50%, c'est le day-to-day business. Pour être cohérent avec les sales, qui eux sont à 80% dans le day-to-day business et 20% sur les OKR. Et du coup, à l'échelle de la semaine ou du jour, c'est quoi ton organisation? Je suis dev. Alors, dev, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je suis dev chez toi ou je suis UX designer. Est-ce que j'ai un objectif semaine que je me suis fixé, qu'on m'a fixé? Est-ce que j'ai des calls hebdo, daily, enfin tous les jours? C'est comment votre structure? Grosso modo, donc tu as tes KR. Okay. Ouais. Ensuite, on définit les leviers. Les leviers, ça va être les actions. Ouais, okay. Les actions les résultats intermédiaires qu'on veut atteindre. Tu vois, les sous-résultats du KR. C'est-à-dire que pour atteindre un KR, il te faut souvent soit actionner tel et tel levier. Oui, c'est ce que tu penses qui est prédictible de l'atteinte du résultat. On essaye souvent ça d'en avoir à l'échelle de la quinzaine, voire du mois. Okay. Et ça, on les met dans un board Trello par équipe. Et à chaque fois, il y a un seul honneur par résultat. Okay. Donc, tu as ta tête dessus. Et toutes les semaines, en weekly, on filtre sur ta tête. Et toi, tu as tes résultats du KR. Et tu nous updates en fait sur l'avancement du truc. Et ça, tu le fais aussi avec ton manager en one-one. Je te parlais des one-one mensuels, mais les autres one-one hebdo, tu repasses en fait sur la roadmap. Donc en fait, toutes les semaines, on discute des projets. Et c'est un one-one là avec ton manager? Là, c'est un one-one. Et donc, c'est synchro et one-one. Donc synchro, c'est plus passer de l'info. Et puis, c'est aussi le moment où, franchement, si ça fait 2 semaines que tu n'as pas avancé, tu n'as pas envie, devant toute l'équipe, de dire « Ah ben désolé, je vous avais dit que j'allais avancer là-dessus, mais j'ai pas avancé. » Donc synchro, c'est à toute l'équipe. C'est toute l'équipe ensemble qui fait... on fait un tour de tous les key results, enfin, je sais pas comment tu as appelé ça. Les résultats, quoi. Tous les résultats qu'on veut atteindre sur 2 semaines. Et je dis, ben voilà où j'en suis, si ça bloque ou pas. Et là, tu as la pression positive de l'environnement. J'ai pas envie de dire 3 semaines d'affilée que j'y avance pas, quoi. Et ça facilite le taf aussi au manager, parce que si jamais ça se passe pas bien sur ce résultat, si les seuls touch points, c'est entre le manager et le manager, des fois, tu vois, ça peut mal se passer, parce que c'est quand même un moment assez intimiste, tu vois, c'est un one-one. Le manager, il peut ne pas alerter le cofondateur, par exemple, ou le mec au-dessus de lui qu'il a un problème avec un tel. Ouais. Et du coup, la situation s'envenime. Et à un moment donné, en fait, il y a une cassure. Et on perd le gars, il faut qu'on en recrute un autre. Et il n'y a pas d'overlap en fait, sur le recrutement. Donc, on perd une partie des connaissances, on exécute moins bien. Donc, tu ne veux pas arriver là-dedans. Donc, le fait d'avoir une espèce de pression collective en plus de la pression managériale, ça complète vachement l'un l'autre. Et sur les roadmaps, ce qu'on fait aussi, donc là, tu as des roadmaps d'équipe. Donc, synchro une fois par semaine. Et en plus de ça, on fait ce qu'on appelle le Big Manager Meeting. Donc ça, c'est un espèce de truc de codir. On n'a pas vraiment de codir, mais c'est entre managers. On se retrouve le mardi après-midi, 2 heures, toutes les 15 jours. Et là, on prend toutes les roadmaps et on déroule tout, quoi. Donc c'est hyper dense. Il faut être très concentré. Mais par contre, à la fin de ce truc-là... Vous avez des bureaux ou vous êtes en remote? Ouais, on a des bureaux. Tu as une overview hyper claire, en fait, de comment ça avance, quels sont les projets, etc. Et tu vois, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, où on a évolué dans les OKR. On continue, on a gardé les OKR, du coup, avec... un certain niveau, ouais. Certains niveaux, avec les petites améliorations dont je t'ai parlé, mais surtout, on focus beaucoup plus sur ce qu'on construit versus sur ce qu'on mesure. Et aujourd'hui, je pense que c'est 20% ce qu'on mesure, construire les dashs, bien définir les KR, c'est 20% de notre temps et 80% c'est l'exécuter. Avant, c'était 60-40, quoi. Du coup, on exécutait moins bien. Par contre, on passait beaucoup plus de temps à identifier quels étaient les KR. Oui, de toute façon, c'est clair. D'un côté, tu intellectualises et de l'autre côté, tu avances, quoi. Ouais. C'était passionnant, là. Franchement, ça donne un beau tour d'horizon. Et perso, moi, ça m'aide ce que tu m'as partagé. Cool. J'ai tendance à aimer, typiquement, découvrir les outils, les méthodes ou quoi. Et tu peux aller, des fois, je pense, trop loin. Je peux aller trop loin dans me dire, ah oui, je vais implémenter tel truc. Et oui, même si sur le papier c'est top, parfois en fait, ça va créer de la complexité, ça va pas produire de la valeur et vaut mieux un système plus simple qui est utilisé et qui permet d'avancer. On voit encore une fois souvent que les réussites des entrepreneurs, moins en moins. C'est un truc qui m'a choqué quand je suis allé aux États-Unis à faire mes interviews, c'est que aux États-Unis, ils parlent très très facilement de j'ai raté ça, ça a foiré. Moi qui étais français, qui suis français, je me suis dit waouh, c'est bizarre. Et inspirant. C'est quoi un des moments les plus difficiles de Captain Contrat que vous avez su dépasser, transformer, qui t'a le plus appris en fait? Mais j'aimerais que tu me racontes vraiment ce qui s'est joué, tu nous fais vivre le problème avec toi. Pour refaire un peu l'histoire, on lance Captain Contrat, on se développe au départ sur nos fonds propres, on signe tout de suite des clients, un peu en mode POC, quoi, tu vois, proof of concept, quoi. On a une landing page, on récupère des mails comme ça, on convertit les mecs, ils nous donnent leur carte bleue, etc. Et en fait, nos premiers clients nous financent, on développe un peu la boîte. Au bout de 2 ans, on veut accélérer, on lève 1 million.
Et comment tu livres la valeur? Du coup, tu as des avocats qui... Ouais, par contre, on livre la valeur. On a des jurys, on a des formalistes pour faire la partie formalité et on a très vite, en fait, un réseau d'avocats qui, eux, cherchaient, en fait, à avoir des clients. C'est pas forcément rentable, par contre, en faisant comme ça. Si, quasiment, parce qu'en fait, on a une structure de coût hyper faible. On a 3 stagiaires avec nous. À ce moment-là, on est 3. Ouais, d'accord, on est 3. On fait 200 000 de CA, donc quasiment rien, mais honnêtement, avec les aides et puis aussi Pôle emploi, tu vois, au départ, quand tu te lances, c'était un formidable, c'est le premier business angel français, hein, Pôle emploi, tu vois. Heureusement qu'ils sont là, quoi. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis effectivement d'avoir ces 15 mois pour lancer la boîte. Donc tout ça faisait qu'en termes de structure de coût, on s'y tenait. Après, on a commencé à se payer et avec l'argent, on était à, je crois, 500 000 de CA. Et là, on dit, en fait, on lève parce qu'on veut commencer à investir et surtout à créer une équipe. Donc, on lève 1 million. On continue à développer la boîte. 18 mois plus tard, on lève 4 millions. Et ça, on est en 2018. Et ensuite, on continue à exécuter. Et on a une année 2018 un peu compliquée. En fait, suite à cette levée, on crame pas mal sur de l'acquisition, justement sur du marketing. En fait, on a accéléré, mais en entrée de virage, quoi. Tu vois. Alors qu'il faut vraiment que tu accélères en sortie. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'aviez pas un funnel ni des pubs performantes et vous avez poussé le budget. Notre conversion, elle n'était pas au niveau et on a vraiment poussé le budget, ouais. Et tu t'en rendais compte ? Tardivement. Parce que dans ma vision, moi, de la théorie que je te partageais tout à l'heure sur l'équipe autonome de talents qui s'autogère presque, ben, des fois, je l'ai mis en place trop tôt. Tu leur as fait confiance, quoi. Ouais. Mais là, tu penses que l'origine, c'était pas les bonnes personnes ? Ouais, attends, et pas les bonnes décisions stratégiques, hein, qui étaient mon erreur, quoi, ou notre erreur. Tu veux dire quoi ? Bah, c'est-à-dire que le fait de cramer beaucoup à ce moment-là et de pas d'abord se dire est-ce que c'est le bon moment pour le faire, ça, je pense que c'était notre décision. Et ça, c'est une décision qu'on a mal prise. Okay. Après, sur l'exécution, c'est un sujet d'équipe, quoi. Non, j'ai bien compris, il y a ta part de toi, entre guillemets, déjà dit, attends, est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce qu'on a un retour sur investissement ? Ça, c'est ta partie. Sans le côté responsable, c'est plus le côté entrepreneur. Tu penses que finalement, avec d'autres personnes, ça se serait passé autrement, qu'eux-mêmes auraient alerté en te disant, attends, ouais, complètement. J'ai entendu ta stratégie, mais là, c'est nul, nos perfs, il faut pas complètement. Ouais. Ces personnes en question, j'ai refait un peu l'histoire en me disant, putain, comment ça se fait que j'ai pas été alerté, etc. Et je suis allé revoir dans leur perf review. Il y avait des alertes sur la valeur de transparence. Et que en fait j'avais pas vu et qu'à l'époque on n'était pas assez structuré vraiment, tu vois, pour faire les perf reviews en même temps que les culture reviews, etc. Parce que tout ce que je te décrivais tout à l'heure, c'est la résultante en fait de tout ça, c'est tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a mis en place pour éviter que ça arrive à nouveau. Des alertes de transparence voudrait dire pas de transparence, ou pas assez. Pas assez, ouais. Du coup, ça ressemble à quoi une alerte de manque de transparence, typiquement sur le cas de l'acquisition ? Eh ben, dans la perf review, tu vas avoir par exemple un comportement qui est hyper intéressant d'avoir travaillé avec toi sur tel et tel sujet. Je trouve qu'on a fait des trucs cool. Maintenant, il y a eu 2-3 points d'accrochage découverts a posteriori. Ça aurait été cool de le savoir en même temps quand on a bossé ensemble. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que le truc, il était acquis et qu'on était alignés sur le truc. Et en fait, j'ai appris après par Max que... C'est pas remonté au bon moment l'info, quoi. Et puis, c'est même un peu frustrant parce que tu te retrouves avec quelqu'un, tu bosses ensemble, tu te donnes à fond. Tu sors de la réunion, tu es hyper content de l'output, tu te dis putain, en fait, on va cartonner le truc. Et en fait, après, il y a ton manager qui vient te voir qui dit au fait, machin a débriefé avec moi, et il pense pas qu'il faut qu'on fasse ça comme ça, alors que toi, tu as passé 1 heure avec lui à essayer de. Bon, ça casse un peu la confiance, ça crée de la méfiance, etc. Donc, on crame pas mal d'argent et on va pas forcément dans la même direction. On s'en rend compte un peu tard, il y a quelques recrutements qu'on a merdés, et je pense qu'on prend du temps à faire partir ces gens-là. Alors, raconte-le-moi aussi de l'intérieur, parce que. Là, on était sur du côté très opérationnel, donc entre guillemets très froid. Là, je voudrais qu'on ait un peu ton monde, tu vois. Qu'est-ce que tu vis, toi, à ce moment-là ? Est-ce que c'est stressant, pas stressant ? Comment tu gères tes émotions, la charge de travail ? J'ai envie que là, qu'on ait un côté un peu plus intérieur. C'est des bonnes questions, parce qu'en fait, déjà, en tant qu'entrepreneur, je pense que la charge de travail, tu te la poses vraiment jamais. Enfin, tu la subis jamais. Et du coup, tu te testes jamais par rapport à ça. Tu vois, moi, mes garde-fous, grosso modo, c'est ma famille. C'est ma femme et mes 2 enfants. Mes 2 enfants que j'avais pas au début quand j'ai lancé Captain et que j'ai entre-temps. C'est eux qui me disent, en fait. Eux, ils ont créé un espèce d'espace-temps pour eux, qu'on a calé ensemble, mais qui fait que du coup, mécaniquement, ça a pris, en fait, sur du temps de boîte. C'est-à-dire, c'est comme si avant, tu vois, tu avais ça de temps et tu peux l'utiliser comme tu veux pour la boîte. Et tu fluctues. Des fois, tu peux mettre des potes dedans. Des fois, tu peux faire autre chose, tu vois, mais c'est toi qui décides. Et si tu veux être à 100% pendant 3 ans, tu peux être à 100% pendant 3 ans. Ben là, c'est comme si cet espace-temps en fait se réduit et en fait, tu n'as plus que 80. Et ben, tu joues à l'intérieur de ces 80-là. Mais au moins, tu es sûr que tu as un espèce de mur
Parce que c'est obligé, parce que sinon après, tes enfants, tu les vois pas, et puis ta femme, elle pète un câble, etc. Donc je pense que ça, c'est obligé de bien s'organiser. Charge de travail, si tu veux sentir le truc de l'intérieur, c'est pas forcément ça. Ce que moi, je ressens à ce moment-là, c'est il y a des investisseurs qui nous ont fait confiance. On s'est serré la main. On les a choisis, ces investisseurs-là, et ils nous ont choisis. On aurait pu en prendre d'autres, ils auraient pu prendre une autre participation. Et il y a un sentiment de « je suis en train de les décevoir ». Est-ce qu'il y a une peur de rater ? Pas à ce stade, c'est plus qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu vois, après il y a une seconde phase du coup qui est on crame pas mal d'argent, on voit que le compte en banque commence à pas mal fondre et on continue à exécuter, on réduit un peu le burn et à ce moment-là, donc année 2018, on n'arrive pas au plus 100% de croissance qu'on faisait habituellement. Et du coup, on sort un peu des rails de la prochaine levée, la série B dans 18 mois. Plus 100%, ça veut dire que tu doubles chaque année, ouais, c'est ça ? Tu doubles. Grosso modo, ça dépend des modèles, des secteurs. Mais nous, c'était à peu près l'objectif sur une marketplace. On n'avait pas encore le SaaS à l'époque. Le but, c'était à peu près faire plus 100%. Et de pouvoir aller chercher le cycle de financement derrière. Donc, en fait, quand tu rentres dans un cycle de financement, tous les 18 mois, grosso modo, tu vas chercher 2, 3 fois, 4 fois le montant, quoi. C'est à peu près ça, le truc parfait dont on entend parler beaucoup à la télé. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc, nous, on sort un peu de cette trajectoire et on se retrouve dans une trajectoire un peu particulière où on a une meilleure croissance que la plupart de toutes les PME, voire startups en France. Mais on n'est pas dans le 1 millième, quoi, tu vois, dans celui que les VC vont chercher pour aller faire cette série B. Donc on est dans entre-deux et c'est le no man's land du financement. Parce que les banques te financent pas puisqu'en fait tu as des pertes, tu as beaucoup de pertes. Donc les banques financent pas des boîtes qui ont de la perte. Les fonds, tu n'as pas assez de croissance, même plus 50%, tu n'as pas assez. Ils veulent vraiment ces 100%, c'est un critère, quoi. Ouais, je pense que ou alors tu peux lever, mais tu vas lever le même montant qu'avant dans des conditions un peu pas terribles, quoi, tu vois. Oui, tu te dilues beaucoup, du coup. Ou tu lèves peu. Ouais, et donc on se retrouve à se dire, en fait, on pense qu'on n'est pas très loin d'être rentable. On peut clairement réduire le cash burn en diminuant un tout petit peu la croissance. Et au lieu de faire, on était à plus 50% de croissance, on va passer à plus 40% de croissance, mais on pense qu'on peut passer d'un cash burn de 200 000 à 50 000 en l'espace d'un an. On avait besoin d'un peu de cash, nos investisseurs nous font confiance, nous redonnent de l'argent. Et là, on exécute le plan et qu'on a plutôt bien exécuté. Mais pour revenir un peu au feeling, à ce moment-là, de sortir de cette trajectoire. Donc toi, tu es dirigeant d'entreprise. Tu t'es mis en tête que en fait, la seule trajectoire possible, c'est tous les 18 mois, je lève 3 fois le montant d'avant. À ce moment-là, le marché te fait comprendre, non, en fait, t'es pas ce gars-là. T'es un autre gars et la boîte, t'as pas la boîte là, t'as une boîte moins performante que le truc. Et toi, tu te dis, en fait, je suis une merde. En fait, les mecs m'ont fait confiance, ils m'ont filé du fric, j'ai tout cramé, quasiment. Et derrière, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai tout cramé, mais je suis un ouf. Parce que ma boîte, elle est Skyrocket. Et tu sais, t'as un peu cette schizophrénie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur, au quotidien, il est dans les problèmes. Mais quand il sort... C'est une rockstar. Ouais, la boîte, elle cartonne. Et du coup, à un moment donné, tu peux un peu vriller, quoi, tu vois. Et moi, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, putain, les mecs, ils m'ont fait confiance. J'ai cramé une partie de leur thune. En fait, je l'ai cramé parce que je suis mauvais, quoi. Tu vois, c'est ça que je me dis à ce moment-là. D'autant plus que je pense que t'as l'air d'être un profil plutôt exigeant, quoi, avec toi. Ouais. Ouais, donc ça doit renforcer facilement, ça doit trigger facilement cette dimension de performance comme un sportif. C'est pas assez bien, j'ai fini 4e. Exactement. Et là, ce qu'il faut faire très attention, c'est que c'est une chose de se le dire, mais c'est une autre de rebondir, quoi. Parce que tu peux très bien te morfondre là-dedans en disant « Ah putain » et tu pars en bad. Là, j'ai eu de la chance d'avoir justement ces mêmes investisseurs qui m'avaient filé du fric, qui m'ont vu et qui m'ont dit « Non mais attends, on va reprendre un peu ce que c'est l'entrepreneuriat en France. » Ils ont su voir que tu étais dans cet état d'esprit. Ouais, certains. Ouais. Il y a certains investisseurs avec qui je suis plus proche que d'autres. Ah, tu leur as partagé du coup, tu leur as dit. Ouais, je leur ai dit. Tu leur as dit quoi par exemple comment tu l'as formulé? Non, mais alors avec les invests, la transparence qu'on vit en interne, c'est aussi vrai en externe. C'est-à-dire que les investisseurs, grosso modo, j'arrive dans la salle pour un board, ils voient ma gueule, est-ce que je vais leur présenter, tu vois, est-ce que Philippe va leur présenter. Donc ils le savent et je leur dis tout, je cache rien en fait. Moi je suis parti du principe que pour monter une boîte, en tout cas c'est comme ça que je voulais la monter en jouant carte sur table avec tout le monde. Donc je les appelle hyper facilement pour leur dire, en fait j'ai aucun problème pour montrer ma vulnérabilité et leur faire part de mes faiblesses. Parce que je me dis que dans le meilleur des cas, ils m'aident à rebondir de mes faiblesses. Dans le pire des cas, ils vont me faire comprendre à quel point cette faiblesse est problématique pour l'entreprise. Et du coup faire valoir probablement les intérêts de l'entreprise avant mes intérêts. Et ça, tu en as besoin en tant que cofondateur parce qu'à un moment donné, tu vas mélanger tes intérêts personnels et les intérêts de ta boîte. Au départ, c'est pas un problème, mais quand ta boîte, elle commence à valoir un peu d'argent et qu'elle se développe, comme tu as toujours l'impression que c'est une prolongation de toi-même, t'es pas capable de voir à quel moment tu la freines.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque entre guillemets, de vivre le scénario de Steve Jobs, que le board te dise... Ouais, de sortir, ouais. Alors, il se trouve que, du coup, moi, dans ma relation avec mes invests, ça m'arriverait jamais de la prendre en board. Tu vois, probablement que j'aurais des signaux faibles avant pour préparer un peu le truc, pour essayer de me remettre dans la bonne direction. Mais si, je pense que... Et tu vois, par exemple, je te donne un exemple Dashlane, par exemple. Je sais pas si tu utilises, c'est un outil de gestionnaire de mots de passe, c'est une super boîte. Par exemple, les 2 cofondateurs, très tôt, sont sortis du management de la boîte. Ils ont pris un CEO qui s'appelle Emmanuel Chalit, je crois. Et eux, ils se sont mis sur des fonctions plus produits. Les mecs de Google, pareil, alors à un moment donné un peu plus tard. Mais Larry Page et Sergey, ils ont mis Eric Schmidt assez rapidement, en fait, tu vois, à la tête de la boîte. Donc, je pense que c'est un truc à avoir en tête. Mais bon, je ferme ma parenthèse. Je pense que ça, c'est pas mon cas pour l'instant. Déjà, on n'a pas du tout des tailles la boîte n'a pas du tout cette taille-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, je leur ai fait part de cette vulnérabilité, des doutes que j'avais à mes investisseurs. Et ils m'ont dit, attends, on va redresser une image de ce que c'est une entreprise en France. Te réactualiser. C'est un peu comme si aux sportifs, on lui disait, attends, t'as fini 4e, mais il y a 100 000 sportifs derrière toi, quoi. Ouais. Enfin, regarde un peu le truc et te dire, bon, ok, t'as les boîtes qui lèvent tous les 18 mois. Ok, super. Regarde, il y en a combien qui, au bout de 10 ans, arrivent à être rentables. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que les boîtes dont tu parles le plus, tu as l'impression que c'est ça l'entreprise cible. En réalité, c'est dans un mouchoir de poche. Tu peux toujours te pousser à être parmi ces boîtes-là. Ouais. Mais il y a probablement plein d'autres trajectoires intéressantes, tu vois, à écrire en interne. Moi, j'ai l'impression que notre mission, et je me suis vachement posé la question du coup, pourquoi je fais cette boîte, tu vois. Est-ce que je le fais pour être un GAFA européen du juridique? Parce qu'il y en a qui, je pense, c'est le but, tu vois, c'est l'objectif, c'est une ambition débordante et on va être je sais pas, par exemple, le mec d'Alan, il dit, je vais être le GAFA de l'assurance, tu vois. Bah, très bien si c'est ça son objectif. Moi, j'ai réfléchi un peu au truc. Il y a plusieurs choses. C'est je veux avoir un impact sociétal avec Captain Contrat. C'est-à-dire que je pense que l'entrepreneuriat, et là, je pense qu'on se rejoint même en termes d'émission entre tes activités et les nôtres, je veux pas forcément forcer à l'entrepreneuriat, mais je veux aider à l'entrepreneuriat et à l'émergence de l'entrepreneuriat. Je veux que ce soit beaucoup plus facile, qu'il y ait beaucoup plus de petites boîtes, parce que je pense que dans les petites boîtes, il y a plus de sens, il y a plus de passion, il y a plus d'énergie, il y a plus d'innovation que dans tous les grands groupes, et que je pense que la croissance du pays va passer un peu par ça. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est de changer un peu le modèle d'organisation interne et la manière dont les personnes travaillent ensemble. Alors pas forcément avec le remote, j'ai aussi mes leviers, le remote n'en est pas un par exemple, mais tout ce que je te disais en termes d'orga, en termes de confiance, d'essayer d'horizontaliser un peu. Par exemple, nous, notre équipe dev, elle a pas de CTO, tu vois, elle est en autogestion en interne. Plutôt aller vers des entreprises plates, quoi. On parle d'entreprise libérée, je te dis pas ça parce que j'ai pas encore réussi à trouver un modèle d'entreprise libérée avec une haute performance. On essaye en interne de concevoir cette espèce de modèle hybride, à la fois avec un management un peu décentralisé, mais surtout avec ce système de valeurs où il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, beaucoup de bienveillance aussi, et de performance. Et cette association entre les deux, et tu vois, dans nos valeurs, dans nos 7, on a 3 valeurs de performance et on a 4 valeurs qui sont plus des valeurs de... relation. Ouais. Comme par exemple, transparence, bienveillance, humilité. Tout ça, c'est plus des choses vraiment humaines. Et à côté de ça, on va avoir l'engagement. On va avoir l'extra mile. Donc l'engagement, c'est une fois que je m'engage sur un truc et je te dis que je le fais. Tu peux avoir confiance en moi, tu vois. Et si j'ai besoin de me désengager, tu vois, je le fais bien en amont, quoi. Mais bon, ça implique plein de trucs sur ce que ça veut dire après en interne concrètement. L'extra mile et le pragmatisme. Tu vois, le pragmatisme, c'est une manière de voir les choses, de découper les problèmes, de s'organiser, de séquencer les choses. Tu vois, c'est presque un mindset aussi, même plus qu'une valeur. Mais tu vois, en fait, c'est 3-3. On pourrait dire qu'elles sont en opposition. En tout cas, elles ne servent pas forcément de prime abord les mêmes objectifs. Et moi, ce que j'essaye, c'est de les faire fonctionner ensemble pour qu'on arrive à faire une boîte performance. Dans le bien-être. Ouais. Ce qui, je pense, est un beau défi de société, globalement. Et du coup, pour finir mon histoire, je me suis un peu posé la question du coup. Je me suis rendu compte que les boîtes en France, voilà un peu vraiment leur vrai dessin et que c'était pas forcément, fallait pas être biaisé par ce qu'on entendait dans les médias, dans tous les supports, dans tout ce dont on entendait parler. Forcément, ça fait rêver, mais c'est la réalité, mais c'est qu'une infime partie de la réalité. Donc, il y a d'autres histoires à raconter. Je me suis refocalisé sur ce qui était vraiment important pour moi. Et je me suis dit, en fait, dérouler ce plan de faire plus 50% de croissance et d'être rentable après avoir fait 200 000 de cash burn par mois, je pense que c'est un putain de challenge. Et je mets au défi ces boîtes qui lèvent tous les 18 mois d'arriver à faire ce plan. Et du coup, je me suis écrit une autre histoire. Ok. Quand tu dis que tu l'as écrit, c'est mentalement ou tu as écrit ?
Ouais, non, mentalement. Bah, en fait, et quand tu le partages avec les investisseurs, du coup... Elle s'écrit. Ouais. Et je me suis dit, franchement, ça, c'est un putain de challenge et c'est ça que j'ai envie d'aller taper. Donc voilà, donc c'est ces moments de doute, d'avoir l'impression d'être un peu un usurpateur, en fait, pour les investisseurs qui te filent du fric, première étape. Après, grosse remise en question personnelle en mode, mais en fait, quel dirigeant de boîte je suis ? En fait, je suis médiocre, tu vois. Et ça, après, c'est dur, hein. ouais. Et après, se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. De la même manière, tu vois, je parlais des écoles avant, mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, en gros, tu fais tes études, tu fais ton lycée, etc. Et puis, il y a le parcours, tu vois, grande idéal. École. Voilà, le truc un peu idéal. Les parents projettent les enfants là-dedans, en se disant, en fait, c'est probablement... une fois ça, tu seras tranquille. Mais à aucun moment, et moi, je trouve que c'est un tort, et c'est ce que j'essaie de faire un peu plus avec mes enfants, mais ils sont encore petits, mais d'essayer vraiment... qui se posent la question, mais en fait, c'est quoi ce qui est important pour moi ? C'est quoi mes valeurs ? Qu'est-ce que j'aime ? Parce qu'en fait, franchement, faire un truc qui te mettra à l'abri financièrement toute ta vie, mais pour lequel t'es pas passionné, je trouve ça tellement triste. Tu vois ? En fait, la vie, elle passe hyper vite et t'as pas le temps de faire ça. Donc c'est pareil, grande école, et après les mecs... Alors, t'as les mecs qui sont pas pris en grande école, qui le prennent comme un échec, et qui vont passer de 18 à 20 ans à fumer des joints en attendant de comprendre ce qui va se passer, tu vois ? T'as ceux qui vont en grande école et qui finalement se rendent compte... En fait, c'est juste décaler l'échéance. 5 ans plus tard, ils se rendent compte que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et puis, ils deviennent maraîchers. Enfin, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des gars qui, à un moment donné, se disent « Mais en fait, c'est quoi le sens qu'il y a derrière, quoi ?» Dans Zero to One de Peter Thiel, il parle de les meilleures études. Et après, tu te retrouves consultant dans une boîte qui t'inspire pas, faire des trucs qui t'inspirent pas. Alors, avec tout le monde qui te dit que c'est incroyable ce que tu vis, ça m'a bien touché dans le bouquin. Encore une fois, c'est quel est ton rêve ? Est-ce que tu n'es pas en train de prendre le rêve de l'extérieur et te l'imposer, quoi ? Ouais, c'est quoi le tien, tu vois ? Et pour ça, franchement, c'est une réflexion à avoir. Ils ont quel âge, tes enfants ? Ils ont 2 et 4 ans. Ok, donc tu as encore le temps de distiller, même si on dit que les croyances, c'est entre 0 et 7. Donc, ouais. Bah, tu vois, et en même temps, mais celui de 4 ans, il est déjà hyper assertif. Hein. Il commence à avoir des convictions, sans être obtus. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. Mais il commence à avoir des trucs sur moi, des je pense choses. Ça. Ouais. Et du coup, tu as des fois où tu te dis, il dit un truc où tu n'es pas du tout d'accord. Comment tu gères ça, toi ? Le truc, c'est que toi, tu vas essayer d'argumenter avec tes armes d'adulte. Mais lui, il a un cerveau qui fait qu'il comprend pas encore tout. Tu vois, un truc un peu con, mais le rétro-planning, j'ai essayé d'en faire avec lui, ça ne marche pas. Tu vois, tu peux pas le projeter en lui disant, sur les 7 prochains jours, on va faire jour 1, on va faire ça, jour 2, on va faire ça, jour 3, on va faire ça. Il est dans le présent, quoi. Pour que tu puisses arriver jour 7 à aller tout seul à l'école. En fait, ce qui se passe, c'est que le lendemain, il va tout seul à l'école, sans prévenir personne, tu vois. Donc en fait, la solution, c'est de créer des défis au quotidien, quoi. La solution, c'est de se former, je pense, un peu à ce qui se passe psychologiquement et physiologiquement dans la tête d'un gamin, année après année, de comprendre ce qu'il est capable ou pas de comprendre avec ses armes et d'essayer d'adapter son comportement, enfin notre comportement à nous, adultes. Et moi, j'essaie de le faire en rajoutant une année de plus, tu vois. C'est-à-dire que je parle à mon gamin qui a 4 ans, je sais à peu près ce qu'il peut comprendre et j'essaie de lui parler comme s'il avait 5-6 ans, tu vois. J'essaie à peu près de faire ça. Honnêtement, c'est un essai, hein. Je me plante souvent. Mais j'ai ma femme qui est là, bien sûr, pour me rappeler quand je fail. Mais, quand t'es trop optimiste. Mais tu vois, je trouve vachement de parallèles, en fait, entre... Et la parentalité, je pourrais t'en parler hyper longtemps, mais entre être dirigeant de boîte et la parentalité, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Parce que t'as le fait d'être en charge, en fait, de quelqu'un, même si c'est pas la même charge, tu vois. De faire progresser quelqu'un. Faut pas que mes employés, s'ils pensent que je les compare à mon gamin de 4 ans, tu vois, ils vont un peu mal le prendre. Mais moi, j'ai déjà dit pire et je pense qu'ils maintenant ils me connaissent. Mais... Bon, en même temps, c'est que tu les aimes. On peut le voir aussi comme ça. Ouais, bah oui, exactement. Tu peux l'inverser et le voir de manière très positive. Mais bon, en tout cas, ça pour dire que c'est des sujets assez passionnants qui sont des sujets très humains, en fait. On en revient à la base. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit « J'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à $3000 par
employés pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser. Et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, HB, gros coup de cœur. On parlait de recrutement justement. Ouais. Je trouve que c'est un sujet, moi, qui me fascine. En ce moment, toutes mes interviews, je passe par la case recrutement parce que j'ai réalisé il y a 2 ans à quel point je ne mettais pas assez de valeur dessus et que finalement, beaucoup de problèmes que j'avais dans ma boîte, que je pensais être liés à un manque d'OKR ou de plein d'autres choses, finalement pouvaient se résoudre en amont par choisir les bonnes personnes. Bonne personne avec cette définition assez simple de matcher la culture et être excellent dans ce que tu fais. Je suis assez admiratif de ce que tu as parcouru, c'est beau. Et aussi de la clarté que tu as là, de comment tu expliques ton organisation, ça se voit que tu as bossé dessus. C'est quoi que tu as appris en termes de recrutement pour arriver à te construire la bonne équipe en fait? Je vais te décevoir un peu, je pense, parce que le recrutement, c'est un gros sujet aussi pour moi et que j'ai pas encore du tout craqué. Alors, je vais te parler des erreurs que j'ai faites. De penser qu'un recrutement, ça se fait au feeling, première erreur. D'y aller à la one again, tu vois, sans avoir préparé. Je le sens. En fait, c'est une histoire d'humain. Je dois l'avoir dans le pif, le gars, tu vois. C'est est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Et je suis allé à mes premiers entretiens comme ça. Et ensuite, je faisais une espèce de truc par la suite, et une espèce de résumé un peu qui était plus un mélange entre une prise de notes et des interprétations. Et en fait, mon résumé, c'était des interprétations très subjectives, tu vois. Et on en revient au même problème qu'on évoquait au début sur les perf reviews. Il faut essayer d'être le plus possible objectif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de subjectivité, mais il faut que la subjectivité, elle arrive en surcouche de l'objectivité. Tu vois, il faut que tu aies une base forte d'objectivité et ensuite tu peux rajouter un peu de feeling. Et pas l'inverse. Donc déjà, construire une scorecard. Donc truc de base, scorecard. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon profil type? Définissons la scorecard parce que pareil, il y a plein de gens il y a plein de visions du monde de ce que c'est une scorecard. Ça ressemble à quoi une scorecard chez toi? Première chose, j'ai établi grosso modo en profil type combien d'années il a d'expérience, dans quel domaine, qu'est-ce que je veux qu'il ait fait, est-ce que je veux qu'il ait fait du management, est-ce que je veux qu'il ait bossé par exemple en tant que consultant, est-ce que je veux qu'il ait une expérience startup, est-ce que je veux qu'il sache faire de l'acquisition online, tu vois, SIA, SEO, etc. Je me note tout ça. Honnêtement, c'est principalement tout. Ok, donc tu vas pas, par exemple, dans quels sont les livrables que tu attends de la personne une fois qu'elle a le board? Non, pas encore. Ok. Pas encore. Peut-être que tu peux aller jusque-là, mais moi, j'en ai pas encore. Pour moi, ça intervient entre le moment où tu as closé le mec et le moment où le mec arrive. Et ça, souvent, les gens ne font rien. Enfin, les entrepreneurs, ils font rien entre ces deux étapes. Mais probablement que c'est à ce moment-là où il faut rebosser le truc pour que quand la personne arrive, elle ait ses livrables qui soient hyper clairs from day one. Moi, je fais pas forcément ça. Donc là, je fais scorecard et ça me permet de l'évaluer sur chaque skills. Ça te permet de donner une colonne vertébrale. En réalité, on trouve jamais de profil qui match 100% de ce qu'on a mis dans ces scorecards parce qu'on est exigeant et parce que si tu veux vraiment quelqu'un qui match 100%, il y a 2 profils dans le monde, je pense, qui fonctionnent et t'arriveras pas forcément à les choper, tu vois. Donc, on est forcément un peu flexible, mais au moins, ça te donne une espèce de ligne directrice. Deuxième chose que je fais, c'est je fais un cas pratique tout le temps. Je fais bosser le mec. Pour tous les postes? Pour tout, n'importe. Je fais bosser le mec, je veux voir comment est-ce qu'il fonctionne. Je veux voir, tu vois, par exemple, sur l'acquisition, je demande cas pratique, hyper simple, que tu me restitueras la prochaine fois qu'on se voit. Sur le S2, je veux doubler, par exemple, les ventes sur la création d'entreprise versus le S1. Comment tu t'y prendrais? Et c'est tout. Et donc, la personne, elle va bosser chez elle. Ouais, je lui dis que ça. Tu lui donnes pas de matière? Non, je lui dis, si tu as besoin de matière, tu peux me demander. Alors, c'est marrant parce que tu as ceux qui te demandent pour faire un peu les premiers de classe, tu vois, et c'est des questions pas intéressantes et tu vois très bien que ça change pas grand-chose au cas, donc ils vont te demander des questions un peu basiques. Il y en a qui te demandent pas parce qu'en fait, ils ont compris que c'était pas forcément
d'avoir ces informations-là qui m'intéressaient. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu raisonnes, tu vois. C'est pas que tu aies la bonne réponse. Du coup, c'est que tu me dises, en fait, les hypothèses que je poserais, c'est ça, ça, ça. Cette information, je les ai pas. Je pense qu'on peut les récupérer de cette manière-là. Et je vais lui donner, en fait, ces infos en live, tu vois. Comme ça, il va... Et je veux voir aussi comment est-ce qu'il arrive à péter son raisonnement et il arrive à sortir de son raisonnement pour s'adapter aux informations que je lui donne en live. Ouais, plutôt que de rester, il a construit un modèle du monde et c'est ouais, parce qu'en fait, en startup, la réalité, c'est que ton modèle d'aujourd'hui, il n'existera plus demain. Et en plus, tu valides ou invalides tes propres idées avec le feedback de ce que tu fais. Ouais, complètement. Et puis, tu vois, si le gars, il est en mode présentation magistrale, genre... non, mais ça nous est arrivé. Et c'est marrant, il y a une RH qui nous avait rejoint il y a 2 ans et on recrutait sur un poste, on voit 2 candidates, l'une après l'autre, et la RH est à côté de moi. Et la première, Nana, 15 ans d'expérience, directrice marketing, super CV, elle arrive avec un cas pratique nickel, tu vois, et elle me le déroule. Et franchement, le cas, support slide, tac, 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 elle envoie et tout, c'était propre. On arrête, et je dis à Flore en RH, je lui dis, écoute, on attend le deuxième et on débrief et on compare, parce que c'était les 2 candidates en finale. Et l'autre arrive, comme toi, avec un tel, tu vois, et en fait, elle avait tout sur son tel, et elle me parle. Et c'est une discussion en fait, tu vois. Et elle me dit voilà, j'ai réfléchi à ça, je voulais savoir comment vous fonctionniez là-dessus. Ok, on pourrait construire ça. Ok, c'est ça qu'on pourrait mesurer. Ok, c'est ça qui nous manque comme hypothèse. Ok, c'est ça l'organisation qu'il faudrait mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous avez? Et en fait, je suis sorti de là. Et Flore, elle me dit, en fait, la première, elle est ouf. Hein. Je lui dis non, celle qu'il nous faut, c'est la deuxième. Elle dit, ouais, mais son cas, il était... Et en fait, elle venait plutôt d'une grosse boîte, donc elle avait l'habitude de la structure, du formalisme, le fait d'avoir une présentation un peu unilatérale des choses. Tu vois, c'était l'habitude dans laquelle elle était. Moi, ce que je voulais, c'était... Je m'en foutais un petit peu de la forme. Ce que je voulais, c'était voir un peu le fond, voir un peu la discussion qu'on allait avoir, voir comment ça allait réagir. Tu vois, et ça m'a appris vachement de trucs, ce truc-là. Donc, l'étude de cas, c'est un truc intéressant. C'est drôle par rapport à l'iPhone parce qu'il y a des personnes sur YouTube qui m'ont déjà commenté en disant que j'étais irrespectueux pour mes invités à avoir mes questions sur un iPhone. Je les aurais préférés comment sur papier? Sur un calepin écrit. Ouais, je comprends. Bah ça c'est, on en revient à ce que je te disais. Eux, ils ont une conception en fait du respect qui est finalement assez différente. Je pense que ce qui est important, c'est pas tellement le support, c'est en fait ce que t'en fais. Là, on passe 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Tu regardes jamais ton tel, à part de regarder les 2-3 questions que tu vas me poser après. Il y a eye contact en permanence. Je pense que c'est ça le vrai respect, quoi. Tu vois, bon, au-delà du support, mais non, c'est clair. Et en plus, moi, je le fais parce que ça me rend plus efficace. C'est-à-dire que je peux bosser 5 minutes avant que tu arrives, j'ai une nouvelle idée, l'intercaler, déplacer la préparation. Je vais beaucoup plus vite à préparer mon interview que si je m'arrêtais sur le truc figé que j'ai prévu la veille. Et je peux pas être, encore une fois, tu parlais de flexibilité, je peux pas être flexible. Ou même, des fois, ça m'arrive de marquer des trucs que la personne dit. Là, j'y ai pensé, mais le recrutement, typiquement, je peux le marquer en plein milieu pour être sûr d'y penser. Alors que si le truc, il est figé, je peux pas le faire. Donc, cas pratique, systématiquement. Et là, maintenant, je prépare mes questions. Honnêtement, je prépare mes questions. Je vais plus en entretien comme ça. Donc, c'est les mêmes questions pour chaque poste ou pas? Non, ça dépend. Tu vas avoir quelques questions un petit peu, on va dire, classiques. C'est quoi tes favorites? Moi, j'aime bien poser toujours la question de c'est quoi le management pour toi? Surtout quand je recrute un manager. Mais c'est une question que je vais poser et je vais vraiment tester à fond, genre, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois? Parce qu'en fait, je pense que dans le management, t'as pas le choix de t'être pris des tôles pour réussir. Enfin, il faut être passé par des mecs que t'as virés, des recrutements que t'as loupés, des suivis de mecs où t'as un regret. Tu vois, ou en fait t'aurais aimé les amener loin dans l'entreprise mais par faute de temps ou parce que tu les as pas suffisamment écoutés ou tu les as pas forcément suivis. En fait il y a cet écart qui s'est créé entre la boîte et eux et les cas sont partis, tu vois, il y a des regrets. Je dis pas que le management c'est que triste, tu vois, mais je dis juste que ouais, mais il faut que les personnes se soient un peu cassées les dents entre guillemets. Je vois pas trop comment le faire autrement, quoi. Je vois pas le parcours sans faute en fait en management. Je crois que ça n'existe pas le best shot, quoi, tu vois, je pense que ça n'existe pas. Ça, c'est une question que je pose. Pour des profils un peu plus jeunes, j'aime bien... Alors là, pour le coup, c'est même pas une question, mais j'inverse l'entretien. Prends le lead sur l'entretien. C'est toi qui vois ce que tu veux tirer de moi. Et pourquoi pour des plus jeunes? Je pense que j'ose pas le faire encore. D'accord. Pour des mecs un peu plus âgés. Tu veux dire parce qu'ils auraient des attentes de ce que c'est un bon entretien et que tu risquerais... Ce qui est un tort, hein, de ma part. Je pense qu'il faudrait que je pousse le truc vraiment au bout. Mais en réalité, ce que je me dis, c'est le petit jeune,
Je suis cofondateur de la boîte, je peux lui raconter un peu, je peux retransformer le truc, il va trouver ça chelou, voir ça va le faire rigoler, voir il se rappellera de Captain Contrat et probablement que ça peut closer. Le mec un peu plus qui a des expériences avant, peut-être que ça va trop sortir de sa zone de confort et peut-être qu'il va me claquer dans les doigts à cause de ça. Ce qui n'est pas forcément représentatif non plus de mon management au quotidien. Tu vois. Il pourrait se dire, oulala, c'est une boîte, ils sont trop freestyle, moi j'attends quelque chose de structuré, alors qu'en plus vous êtes très structuré. J'aime bien justement chez Netflix, lead with context. Peut-être qu'en le faisant, mais en donnant un contexte avant, ça permettrait que le candidat le comprenne. Et après, une fois qu'on passe à cette étape-là, il y a un deuxième entretien que moi je mène pas, mais qui est encore plus important, je pense, que le mien, c'est l'entretien valeur. C'est souvent 2 managers donc en qui j'ai confiance, qui vont tester sur les valeurs le candidat, souvent autour d'un déj. Okay. Et en fait, on t'envoie un brief en amont, on te dit travaille sur tes valeurs, viens avec tes valeurs, explique-nous pourquoi est-ce que ces valeurs-là sont importantes pour toi. Mais avec peu de matière de comment faire, c'est assez ouvert. On te met 2 liens d'endroits où ils t'aident un peu à réfléchir à tes valeurs. On se demande pas à ce que ce soit parfait, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que tu comprennes que cet entretien, c'est pas seulement nous qui allons te tester toi, mais c'est aussi toi qui vas nous tester. Ouais, c'est important que ce soit dans les 2 sens. Et déjà, en voyant à quel point la personne prend le lead sur cet entretien, sachant qu'on lui a donné tu vois, le feu vert, en fait, ça nous apprend déjà des choses. Et après, en fait, c'est simple, on a des questions. On a des questions du type parle-nous du dernier trip quand tu es parti en vacances. Alors, il faut que ce soit toujours des questions un peu contextuelles, c'est-à-dire basées sur des faits réels de la personne. Et ce qu'on va tester quand on va poser la question sur les vacances, c'est comment est-ce qu'ils s'organisent. Tu vois, je te donne un exemple, mais la dernière fois, la nana nous dit en fait, je suis parti à 17h sur un trip vélo de 4 heures et en fait, je me suis fait surprendre par la nuit. Et alors, c'est juste un petit détail, mais forcément, il y a un red flag nous, qui s'allume en disant si tu as le pragmatisme tel que nous, on l'entend, ça demande un peu d'anticipation. Et du coup, l'heure de la nuit, à quelle heure ça tombe, tu sais. La durée de ton trip, grosso modo, tu sais. Si jamais tu dépasses, tu prends une lampe. Je dis pas qu'on la sort, mais je veux juste dire que tu vois, c'est ces petits signaux faibles. Et en fait, un entretien, c'est quand même une réunion de signaux faibles qui te permettent ensuite de prendre une décision, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est fascinant, je trouve, dans les entretiens, c'est que tu vois un signal, tu te dis ok, pas très grave. Tu le retrouves 20 minutes plus tard, puis 20 minutes plus tard, et après 2, 3, 4 fois, tu te dis bon, là, c'est plus que juste un pas de chance, quoi. Ouais, en fait, ce qu'il faut pas, je pense, sur un signal faible, c'est juger et s'arrêter là. Par contre, le signal faible, il faut l'utiliser en mode est-ce que j'arrive à le transformer en signal fort ou est-ce que ça reste un signal faible et du coup je l'écarte, tu vois. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est le fait de creuser. Des petites questions, donc là c'est questions rapides, réponses rapides. Est-ce que tu as un livre préféré? The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Il est violent un peu, hein? Très violent, j'adore. The Struggle. C'est ce qu'on vit tous en tant qu'entrepreneur, je pense. Tu transpires presque juste à lire. En plus, il est bien raconté parce que tu as toute l'ascension et le moment où tu n'as pas envie d'être à sa place. Non. Et en plus, je trouve qu'il est bien. Il y a un bon mix entre storytelling et pragmatique. Ouais. T'en retires quoi d'ailleurs? S'il y avait une clé un peu pragmatique, tu t'en souviens d'une? Moi, franchement, le seul truc que je retiens, c'est que le struggle, c'est la base des entrepreneurs. Et quand tu crois que c'est dur, c'est normal en fait. Donc il faut que tu continues et jamais, jamais, jamais tu peux abandonner. T'as vu le nombre de fois où il a failli plier sa boîte? Il est passé toujours à ça. Toujours, il a réussi à faire. Alors des fois, il s'est planté aussi. Et je pense que c'est un mec qui est suffisamment humble pour le dire. C'est aussi je pense que c'est un génie, tu vois. Ouais, il est fort. Il est vraiment fort. Mais moi, c'est ça. Franchement, souvent, les moments où c'est dur, les moments où t'as un peu, tu te dis, c'est quoi le futur, tu vois? Parce qu'il y a des fois où tu doutes. Il y a plein de fois où tu doutes. En fait, je me dis, je repasse un peu le bouquin, je vois Oracle, Opsware, fermeture, l'action qui valait tant, etc. Je dis, ok, c'est bon. Je repars au combat. C'est clair. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est Fred Mazzella, quand je l'avais rencontré, il m'avait dit un truc du genre, entreprendre, c'est aimer les problèmes et aimer les résoudre surtout. Ouais. Et c'est sa seule mission, un truc comme ça. Je sais plus comment il l'a fait formuler, mais ça m'avait percuté dans des moments où j'étais là, putain, j'ai que des galères. Et surtout avec l'illusion que les problèmes veulent dire que je suis nul, nul en tant qu'entrepreneur, et me comparer avec un fantasme d'un entrepreneur qui est un peu premier de la classe et qui esquive tous les problèmes. Citation préférée, t'en as une? La vie, elle est courte. La vie, elle est courte. Ouais. Non, mais la vie, elle est courte et du coup, je pense qu'il faut la vivre avec passion, quoi. Et il faut la vivre vraiment... Enfin, c'est un truc, c'est assez récent, tu vois, cette réflexion-là. C'est le fait d'être papa ou pas? Ouais, d'être papa. Et puis, j'ai eu quelques petits soucis de santé dans ma famille proche, surtout de ma femme. Et si tu veux, à ce moment-là, je pense que c'est la première fois, au moins en tout cas, c'était la première fois où j'étais confronté vraiment à la mort. Pas la mort de
de quelqu'un qui... Tu vois, à la limite, tes parents, c'est un traumatisme, mais c'est la suite logique, tu vois, parce qu'en fait, ils sont avant toi, donc c'est normal, en quelque sorte. Mais quand ça arrive à quelqu'un... De ton âge et qui de ton âge ou tes enfants, a priori, après, j'ai jamais expérimenté ça, mais quand ça arrive à des parents pour les enfants qui meurent, c'est dramatique. Mais en tout cas, ça s'est très bien fini, tu vois, il n'y a plus aucun souci. Mais en tout cas, ça donne un sens à la vie qui est un peu différent, en fait. Et tu te dis, ta quête d'aller créer cette espèce de licorne... C'est un peu virtuel, quoi. Donc la vie, elle est courte et je pense qu'on est là pour en profiter, en fait. Je sais pas si tu sais, mais Marc Aurèle, il avait une phrase qui était Memento Mori et qui veut dire rappelle-toi que tu vas mourir. Okay. Et il le disait pas pour déprimer, il le disait pour t'as une journée là, savoure-la et fais-en quelque chose. Est-ce que t'as une app préférée sur le téléphone? Notes, tout simplement. L'application de base. Ouais. D'accord. Ils l'ont améliorée en plus. Ouais, franchement, elle fait le taf. Moi, j'ai besoin qu'elle se lance hyper rapidement, elle se lance rapidement. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas pratique d'organiser tes notes. Et du coup, tu es obligé d'y revenir sur l'ordi et les retrier et les mettre ailleurs et repasser dessus et remémoriser le truc, tu vois, et reprioriser. Et ça, j'aime bien. Donc après, c'est ma manière de m'organiser. J'ai rien contre Notion, hein. Je suis sûr que c'est très bien. J'utilise les deux. J'utilise Notes pour les notes rapides et effectivement, je reviens après pour les remettre dans Notion. Ouais, bah, ok. Tu dors combien d'heures en moyenne? 7 heures. 7 heures. C'est quoi qui t'inspire le plus chez les autres? Je pense que c'est les gens qui arrivent à trouver cet équilibre entre performance et bonheur. Quel mauvais conseil tu penses qu'on donne trop souvent aux entrepreneurs? Le mauvais conseil, ou plutôt ce qu'on leur dit pas assez de faire, je pense, c'est de chercher des clients tout de suite. Ouais, d'être branché vente. Ouais. Je prêche un peu contre ma paroisse en disant ça, mais tu vois, tout l'aspect légal, par exemple. Bien sûr que nous, notre marketing, c'est le marketing de soit backé, quand tu te lances, tout soit correct, tu passes par Captain Contrat pour faire ta création, etc. Et ensuite, on te gère tous tes contrats avec notre réseau d'avocats. Mais je pense qu'en réalité, quand tu lances un projet qui n'existe pas, en fait, tu vois, il y a pas forcément... Tu le backeras au fur et à mesure, tu vois, il faut le backer... Mais en soi, c'est même dans ton intérêt, parce que si les boîtes meurent, ils vont pas l'utiliser longtemps avec Captain Contrat. Hein. Ouais. Et s'il y avait un message que tu aimerais donner, là, on sort du business ou on peut être dans le business, un truc important pour toi, ça pourrait même à tes enfants s'ils regardaient la vidéo dans 10 ans ou dans 20 ans, ou en tout cas si on pouvait retenir qu'une seule chose, quelque chose qui te tient à cœur, c'est quoi? Dans l'entrepreneuriat en tout cas, je pourrais te donner des trucs aussi dans la politique ou même, enfin forcément par l'intermédiaire de mes enfants, tu vois, je vais me poser pas mal de questions sur comment évolue le monde. Quand c'est juste toi, tu as une vision très court-termiste du truc, c'est-à-dire que grosso modo, il me reste 50 années à vivre, je pense que le truc peut continuer à se détériorer, le monde peut continuer à se détériorer, que ce soit le système politique, que ce soit mais ça va aller dans 50 ans, logiquement, ça va le faire. Normalement, j'ai encore le temps, tu vois. Mais à partir du moment où, si je regarde le truc au travers de mes enfants, qui peut-être, eux, aimeront aussi avoir des enfants, en fait, ce 50 ans, il se transforme en 150 ans, quoi, tu vois, 200 ans. Et du coup, là, je suis en train de me dire, il n'y aura pas 200 ans, tu vois. C'est-à-dire que mes petits-enfants ou mes petits-petits-enfants, en fait... ils profiteront pas du monde, alors tel qu'on l'a connu, c'est sûr, parce qu'il va évoluer, mais peut-être qu'ils en profiteront juste pas du tout, tu vois. Ou alors ils en profiteront dans des douleurs atroces, où on va pas pouvoir respirer, enfin tu vois un peu le truc un peu dramatique qu'on voit dans les films. Ben, je pense que ce truc-là, il est quand même, enfin moi j'ai quand même l'impression que c'est en train d'arriver, et du coup je me pose des questions là-dessus. Et alors, avec Captain Contrat, d'une certaine manière, on résout pas tout à fait ce problème, à part qu'on a quand même un impact un peu sociétal sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je suis en train de réfléchir tout doucement à comment... Et je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à le faire. Soit des entrepreneurs qui ont réussi et qui ensuite lancent une boîte avec beaucoup plus de sens. Tu vois, pour te citer juste quelques noms, il y a le mec de Captain Train, Jean-Daniel Guyot, qui a monté une école alternative et ensuite qui a lancé une banque qui s'appelle Memobank, un peu durable, on va dire. Il y a Céline Lazorte et Jonathan Benamou, Céline Lazorte de Litchi et Jonathan Benamou, qui se sont mis ensemble pour lancer Resilience Care, qui est pour donner accès en fait les soins autour du cancer à tout le monde, tu vois, à le rendre vraiment un truc accessible. Et du coup, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'écologie, je pourrais te citer d'autres exemples, dans l'éducation, je vois de plus en plus d'entrepreneurs en fait qui se lancent là-dedans pour vraiment changer les choses. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à casser tout doucement le mythe de entreprendre pour réussir au sens financier, on dit réussir. Et entreprendre pour construire le monde de demain, quoi. Moi, c'est une bonne fin. Ouais. Merci Maxime, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Merci, moi aussi. Moi, perso, j'ai appris plein de choses avec toi. Ok, super. Très heureux du partage. Et puis, Business Impact, c'est super ce que tu fais, je pense, pour booster l'entrepreneuriat et pour aider les dirigeants à scaler. Je pense que c'est important d'apprendre et on arrive vraiment bien à le faire avec toutes les vidéos que tu produis, donc c'est top. Merci. Qu'on produit, il y a l'équipe derrière. Vous produisez. Merci en tout cas. Super.
Merci.